À la fête pour ma remise de diplôme, mon frère a pris le micro et a dit « Portons un toast au mouton noir de la famille qui a réussi à obtenir un diplôme ». Tout le monde a ri. Mon père a souri, il plaisante, c'est tout. J'ai souri aussi et je n'ai rien dit. 4 jours plus tard, j'ai retiré mon financement de sa start-up et gelé le compte de prêt partagé. Mais à 7h45, ils ont reçu la vraie nouvelle choquante. Je m'appelle Jordan Hay. J'avais 23 ans lorsque mon frère aîné a transformé la soirée la plus fière de ma vie en une comédie familiale. À ma fête de remise de diplôme, il a saisi le microphone avant même que j'aie fini de remercier tout le monde d'être venu. Il a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Portons un toast au mouton noir de la famille qui a réussi à obtenir un diplôme ». Pendant une demi-seconde, la pièce est devenue silencieuse. Puis tout le monde a ri. Mes tantes ont ri. Mes cousins ont ri. Même les personnes qui me connaissaient à peine ont suivi le mouvement parce qu'elles supposaient que l'humiliation faisait partie du spectacle. Mon père a souri et a dit « Il plaisante, c'est tout ». Ma mère a détourné le regard, mais elle ne m'a pas défendu. J'ai souri, moi aussi. J'ai même levé mon verre, car refuser aurait fait de moi la personne difficile, encore une fois. Ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est que j'avais passé les 2 années précédentes à financer discrètement une partie de l'entreprise de mon frère. J'avais retardé mon déménagement dans un meilleur appartement, annulé un voyage après l'université et transféré de l'argent chaque fois qu'il prétendait que sa start-up était à un paiement du succès. Il m'appelait le mouton noir tout en se tenant sous des lumières en partie payées avec l'argent qu'il me devait. Je n'ai rien dit ce soir-là. 4 jours plus tard, j'ai retiré mon investissement, gelé le compte de prêt partagé et envoyé des documents à quelqu'un que mon frère essayait désespérément d'impressionner. Le lendemain matin, à exactement 7h45, ma famille a reçu une nouvelle qui a fait passer son toast cruel pour la plus petite erreur qu'il ait jamais commise. Avant que je vous dise quelle était cette nouvelle et ce qui s'est passé après que mon frère a réalisé que je n'étais plus son fonds d'urgence privé, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Le nom de mon frère était Chase. Et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille avait traité son ambition comme une preuve de grandeur et la mienne comme la preuve que j'essayais trop fort. Chase avait 3 ans de plus que moi, charmant quand il avait besoin de quelque chose, drôle quand la blague visait quelqu'un d'autre, et remarquablement doué pour transformer chaque échec en une histoire sur la façon dont le monde l'avait mal compris. Quand il a abandonné un programme de commerce après un semestre, mes parents ont dit que l'éducation traditionnelle ne pouvait pas contenir sa créativité. Quand j'ai obtenu des bourses et travaillé 20 heures par semaine tout en terminant mon diplôme, ils ont dit que j'avais toujours été plus à l'aise pour suivre les règles. Chase était qualifié d'intrépide. J'étais qualifié de prudente. Chase explorait des opportunités. Je prenais trop de temps à comprendre ce que je voulais. Cette fête de remise de diplôme était censée être la seule soirée où la comparaison cesserait. Au lieu de cela, son toast m'a dit que même ma réussite serait filtrée à travers le rôle qu'ils avaient choisi pour moi. J'ai passé le premier jour après la fête à ne rien faire du tout à ce sujet. Cela m'a surprise. J'avais imaginé que la rage serait bruyante, mais la mienne semblait précise. J'ai revu la vidéo que les invités avaient postée en ligne. Dans un clip, Chase tapotait le microphone et attendait d'avoir l'attention de tout le monde. Dans un autre, mon père se penchait vers un oncle avant la chute, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Ma mère souriait faiblement avant de baisser les yeux sur son assiette. Puis sont venus les rires. Ce qui me dérangeait le plus n'était pas la phrase de Chase. C'était la façon dont tout le monde l'avait accepté naturellement. Personne ne semblait choqué qu'il m'ait appelé le mouton noir de la famille à ma propre remise de diplôme. La blague a fonctionné parce qu'ils en croyaient déjà une version. Le deuxième jour, j'ai ouvert une boîte de rangement contenant de vieilles photographies, des bulletins scolaires et des lettres que j'avais gardées depuis le lycée. Une photo montrait Chase et moi assis derrière une table pliante à une foire de quartier. Il vendait des coques de téléphone personnalisées, sa première entreprise, et je gardais une trace de chaque achat car il avait oublié d'apporter de la monnaie. Au dos, ma mère avait écrit « La première entreprise de Chase ». Il n'y avait aucune mention de moi. Une autre photographie le montrait tenant un trophée d'un concours régional pour jeunes. J'avais écrit sa présentation, créé le tableau budgétaire et veillé jusqu'à 2 heures du matin pour corriger ses diapositives. Mon père avait encadré la photo et dit à tout le monde que Chase avait toujours été un entrepreneur né. En regardant ces photos,
j'ai compris que le toast de remise de diplôme n'avait pas créé le problème. Il avait simplement exposé l'arrangement. Chase était autorisé à jouer le succès pendant que j'étais censé fournir un soutien invisible. Sa dernière start-up s'appelait Northline, une plateforme de planification conçue pour les petites entreprises de livraison. L'idée n'était pas terrible. Le problème était que Chase traitait la confiance en soi comme un substitut à la préparation. 18 mois plus tôt, il m'avait demandé d'investir $10 000. Il avait dit qu'il avait besoin de l'argent pour embaucher un développeur et m'avait promis que je détiendrais 12% de l'entreprise. J'ai d'abord refusé. Puis mes parents ont appelé séparément. Ma mère a dit que Chase avait besoin de quelqu'un qui croyait en lui. Mon père m'a rappelé que les familles qui réussissent unissent leurs forces. Finalement, j'ai accepté de contribuer à hauteur de $6 000 de mes économies, à condition que tout soit documenté. Chase s'est plaint que les contrats rendaient les relations familiales froides, mais j'ai insisté. 3 mois plus tard, il avait besoin de plus. Un investisseur potentiel voulait voir un capital de fonctionnement suffisant pour couvrir 6 mois de dépenses. Chase m'a demandé de me joindre à une ligne de crédit garantie. Le compte permettrait à l'un de nous de déposer des fonds, mais les retraits dépassant un certain montant nécessitaient les 2 signatures. Je n'étais pas simplement une sœur serviable. J'étais un garant légal. Mon historique de crédit était plus solide que le sien. La banque a donc approuvé la facilité de crédit en grande partie grâce à moi. J'avais le droit de suspendre tout nouvel emprunt si je pensais que les fonds étaient mal utilisés ou si la situation financière de l'entreprise changeait de manière significative. Chase le savait. Il avait signé les mêmes documents que moi. Le 3e jour après la remise de diplôme, j'ai examiné chaque relevé. J'ai découvert des paiements de logiciels en retard, des frais de restaurant inexpliqués, une facture d'hôtel de luxe d'un supposé week-end de réseautage, et 2 transferts intitulés consulting vers un compte que je ne reconnaissais pas. Le total n'était pas suffisant pour prouver une fraude, mais il était suffisant pour montrer que Chase n'avait pas été honnête sur le fait que Northline était sur le point de manquer d'argent. Il m'avait dit qu'un contrat majeur était pratiquement garanti. Les relevés bancaires montraient que l'entreprise pourrait ne pas survivre un autre mois sans la ligne de crédit. Ce soir-là, Chase m'a envoyé une photographie de la fête de remise de diplôme. Elle le montrait tenant le microphone pendant que je me tenais à côté de lui avec un sourire figé. Son message disait « Tu as survécu au roast. Fier de toi, mouton noir. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai enregistré le message, téléchargé la vidéo, et ajouté les 2 à un dossier avec les archives financières. Il pensait continuer une blague. Pour moi, il venait de confirmer que l'humiliation était intentionnelle. Le lendemain matin à 9 h, je suis entré dans la banque avec un classeur. J'ai retiré les fonds personnels restants qui n'avaient pas encore été officiellement convertis en capitaux propres de l'entreprise. Puis j'ai exercé la clause de suspension sur la facilité de crédit partagé. Je n'ai pas saisi l'argent de Chase, vidé un compte d'entreprise ou interféré avec des fonds qui appartenaient légalement à Northline. J'ai simplement retiré mon argent et refusé de garantir toute nouvelle dette. La directrice de la succursale a examiné l'accord 2 fois avant de traiter la demande. Cela arrêtera tous les prélèvements en attente, a-t-elle prévenu. Votre co-emprunteur sera notifié. J'ai dit, je comprends. Avant de partir, j'ai également envoyé par courriel les informations financières de Northline à l'avocat qui avait rédigé mon accord d'investissement. Je lui ai demandé de préserver mes droits et de vérifier si Chase avait violé les exigences de déclaration. J'avais passé des années à croire que les limites devaient être des discours émotionnels. Ce matin-là, j'ai appris que la limite la plus forte pouvait être une signature sur un formulaire bancaire. À 10h16, Chase m'a envoyé un texto. Pourquoi le compte de prêt est-il restreint? À 10h18, un autre message est apparu. Jordan, ce n'est pas drôle. À 10h24, il a appelé 3 fois. À midi, il avait laissé 2 messages vocaux accusant la banque d'avoir fait une erreur. Je n'ai pas répondu. À 13h07, son ton a changé. Nous avons une revue de contrat cette semaine. Appelle-moi avant de ruiner quelque chose que tu ne comprends pas. Cette phrase m'a presque fait rire. Je comprenais plus qu'il ne le réalisait. Ce que Chase ne savait pas, c'est que sa revue de contrat avait déjà soulevé des questions sans rapport avec moi, et la suspension de ma garantie était sur le point de forcer ces questions à être exposées au grand jour. Ma mère, Anna, a appelé le lendemain matin avant que j'aie fini de préparer mon café.
Elle n'a pas demandé comment je me sentais après la remise de diplôme. Elle n'a pas mentionné le toast. Elle a commencé par « Que as-tu fait à ton frère ?» Sa voix portait l'urgence haletante qu'elle réservait habituellement aux visites à l'hôpital et aux funérailles. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et j'ai continué à verser du café parce que je savais que j'aurais besoin de mes 2 mains libres pour les empêcher de trembler. J'ai retiré mon investissement personnel et suspendu une ligne de crédit qui dépendait de ma garantie. Elle a dit « Tu as gelé l'argent de son entreprise. » Non, j'ai gelé l'accès à l'argent que la banque aurait prêté en se basant en partie sur mon crédit. Jordan, ne joue pas sur les mots. Chase a des employés. Il a 2 contractuels et un stagiaire non rémunéré. Ce n'est pas la question. Il dit qu'un accord majeur pourrait s'effondrer. Alors son entreprise dépendait d'un argent qu'il ne possédait pas. Ma mère a expiré brusquement. C'est à cause de la blague de la remise de diplôme, n'est-ce pas? Le mot blague a atterri exactement comme Chase l'avait voulu. Il a rendu ma réaction irrationnelle avant même que je l'ai expliqué. Il m'a humilié devant près de 80 personnes. Tu connais ton frère, il utilise l'humour quand il se sent nerveux. Pourquoi était-il nerveux à ma remise de diplôme? Parce qu'il subit une pression énorme. Tu as obtenu ton diplôme. Tout le monde te faisait des éloges. Et peut-être qu'il s'est senti négligé. J'ai failli lui demander si elle s'entendait parler. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence s'étirer. Ma mère avait transformé sa cruauté en vulnérabilité et ma réussite en le déclencheur qu'il avait soi-disant causé. C'est ainsi que notre famille fonctionnait. Chase agissait. Je réagissais. Puis tout le monde examinait ma réaction comme si c'était l'offense originelle. Ses sentiments ne lui donnent pas droit à mon argent, ai-je dit. La famille n'est pas une transaction commerciale. C'en est devenu une quand il m'a demandé de signer des documents de prêt. Il est ton frère. Et je suis sa sœur. Pourquoi cette obligation ne va-t-elle que dans un sens? Le ton de ma mère s'est durci. Tu as toujours tenu les comptes. Cette accusation m'a ramené à un souvenir d'il y a 7 ans. J'avais 16 ans, je travaillais les week-ends dans une épicerie pour économiser pour un ordinateur portable d'occasion. Chase avait emprunté $400 de mon enveloppe parce qu'il voulait participer à un concours d'entreprise. Quand je lui ai demandé de me les rendre, mon père m'a dit de ne pas être égoïste parce que l'opportunité de Chase pourrait profiter à toute la famille. Il a remporté la 3e place et a utilisé l'argent du prix pour un week-end avec des amis. Je n'ai jamais récupéré mes économies. Des années plus tard, la famille racontait encore l'histoire de la façon dont ils avaient soutenu sa première grande opportunité. Je tiens des registres, ai-je dit à ma mère. C'est différent de tenir les comptes. Elle a baissé la voix. Ton père est furieux. Est-il furieux de ce que Chase a dit? Tu sais que ton père n'aime pas les conflits publics. Il n'y a pas eu de conflit à la fête parce que je suis restée silencieuse. Et maintenant tu punis tout le monde après coup. Voilà. Le silence n'était acceptable que s'il restait permanent. Ils avaient pris ma retenue pour du consentement. Ma mère m'a dit que Chase était resté éveillé toute la nuit. Un virement de paie avait échoué. Un fournisseur voulait un paiement immédiat. Son plus grand client potentiel, Mercer Fleet Service, avait demandé une preuve actualisée de stabilité financière avant de signer un accord d'essai de 6 mois. Sans accès à la ligne de crédit, Northline ne pouvait pas montrer les réserves que Chase avait promises. Ma mère a dit cela comme si chaque détail prouvait que j'avais causé l'urgence. Pour moi, cela prouvait le contraire. Aucune entreprise responsable ne devrait avoir besoin de la garantie personnelle d'une sœur pour créer une apparence de stabilité pour un client. Puis elle a dit quelque chose qui a transformé ma tristesse en suspicion. Il a déjà compté ta prochaine contribution dans les prévisions. Ma prochaine contribution? Elle a cessé de parler. Quelle contribution, maman? Il a dit que tu avais accepté de mettre 15 000 de plus après la remise de diplôme. Je n'ai jamais accepté ça. Il a montré à ton père une projection avec ton nom dessus. J'ai posé ma tasse. Est-ce que papa a dit à quelqu'un d'autre que j'avais engagé cet argent? Je ne sais pas. Et Chase? Je ne sais pas, Jordan. Mais la panique dans sa voix m'a dit qu'elle en savait assez. Chase n'avait pas simplement attendu mon soutien continu. Il l'avait présenté comme garantie, peut-être à mes parents, à la banque, aux fournisseurs ou à Mercer. Cela signifiait que son problème financier était plus grand qu'un compte gelé.
Il avait peut-être bâti la crédibilité de son entreprise sur une promesse que je n'avais jamais faite. J'ai dit à ma mère de demander à Chase le document montrant mon autorisation. Elle est immédiatement revenue à la culpabilité. Veux-tu vraiment détruire ta relation pour de la paperasse? Non. Je veux savoir si mon frère a utilisé mon nom pour obtenir de l'argent. Il ne ferait jamais rien d'illégal. Alors il ne devrait avoir aucun mal à me le montrer. Elle a commencé à pleurer. Pas bruyamment, mais assez pour me faire sentir comme la personne cruelle dans la conversation. Je ne te reconnais pas en ce moment. Pendant des années, cette phrase m'aurait brisé. Je me serais excusé simplement pour rétablir la paix. Mais j'ai finalement compris qu'elle ne me reconnaissait pas parce qu'elle rencontrait la version de moi qui exigeait des preuves. Peut-être que tu n'as jamais eu à me reconnaître avant, ai-je dit. Peut-être que tu devais seulement savoir que je dirais oui. Elle a raccroché. À 11h30, mon père m'a envoyé un message. Ton frère a fait une blague de mauvais goût. Tu réponds en menaçant les moyens de subsistance des gens. Les adultes comprennent la proportion. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai joint une capture d'écran du message de Chase me traitant à nouveau de mouton noir 3 jours après la fête. J'ai également joint la section de l'accord de prêt me donnant le droit de suspendre les tirages futurs. Mon père a répondu, les droits légaux ne sont pas les mêmes que les droits moraux. Cette phrase m'est restée. Apparemment, le droit de Chase à mon travail et à mon argent était traité comme moral, tandis que ma capacité légale à me protéger était traitée comme une trahison. Ma meilleure amie Emily est venue à mon appartement ce soir-là, mais je n'ai pas passé des heures à raconter chaque insulte. Je lui ai donné le classeur et lui ai demandé de m'aider à organiser la chronologie. Emily était une analyste des opérations, pratique et peu sentimentale. Elle a étalé les relevés sur ma table de salle à manger et a encerclé les incohérences. Un paiement étiqueté et développement de logiciels est étalé à une société de marketing dissoute 6 mois plus tôt. L'ancien propriétaire de l'entreprise était l'un des amis d'université de Chase. Un supposé dépôt de clients provenait en fait du compte personnel de mon père. Plus important encore, une prévision interne listée engagement de capital familial JH, $15 000 comme financement confirmé. Ce sont tes initiales, a dit Emily. Je n'ai jamais vu ça. Alors tu dois arrêter de traiter ça comme une dispute entre frères et sœurs. Le lendemain matin, mon avocat a confirmé que la prévision pouvait constituer une fausse déclaration grave si Chase l'avait partagée avec des prêteurs ou des partenaires potentiels en tant que financement vérifié. Il m'a conseillé d'envoyer un avis formel indiquant que je n'avais pris aucun engagement supplémentaire et que je n'autorisais personne à utiliser mon nom, mon crédit ou mes fonds prévus dans les projections commerciales. J'ai envoyé l'avis à Chase et à l'adresse électronique enregistrée de l'entreprise Northline. J'ai mis en copie le comptable mentionné dans mon accord. Chase a appelé dans les 2 minutes. Cette fois, j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» a-t-il crié. « Corriger une fausse déclaration. » C'est une prévision, Jordan. Les prévisions incluent le capital attendu. Tu l'as marqué comme confirmé parce que tu aides toujours. L'honnêteté de cette phrase m'a plus stupéfié qu'un déni ne l'aurait fait. Tu as listé mon argent comme confirmé parce que tu as supposé que tu pouvais me faire pression pour te le donner. Je suppose que ma sœur ne me saboterait pas pour une blague. Tu as fait cette supposition avant la blague. Il est resté silencieux. Je lui ai dit que nous nous rencontrerions le lendemain dans un café près de son bureau. J'apporterai les documents. Il apporterait toutes les versions de la prévision et expliquerait qui les avait reçues. Et si je ne le fais pas, a-t-il demandé. Alors mon avocat le demandera. Pour la première fois de notre vie, Chase n'a pas eu de réponse intelligente. Chase est arrivé avec 20 minutes de retard, portant le blazer bleu marine qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait paraître plus brillant qu'il ne l'était. Il a vu mon classeur et m'a accusé de transformer un désaccord familial en une affaire juridique. J'ai demandé qui avait reçu la prévision listant mes $15 000 comme financement confirmé. Au lieu de répondre, il a dit que le vrai problème était que j'avais été embarrassé à une fête et que j'avais décidé de détruire son entreprise. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai joué l'enregistrement de la remise de diplôme. Sa voix a rempli le café. Portons un toast au mouton noir de la famille qui a réussi à obtenir un diplôme. Quand les rires ont suivi, Chase m'a dit de l'éteindre. J'ai demandé pourquoi, puisque c'était censé n'être qu'une blague. Il a prétendu que c'était sorti de travers, mais je lui ai rappelé qu'il m'avait de nouveau traité de mouton noir dans un message 3 jours plus tard.
Il a dit qu'il pensait que nous avions ce genre de relation. Je lui ai dit qu'il avait cette relation avec moi parce que j'étais censé absorber tout ce qu'il disait sans protester. Chase m'a accusé de prendre plaisir au rôle de la sœur responsable parce que cela me donnait le sentiment d'être nécessaire. Une petite partie de cela était vrai. Pendant des années, chaque urgence m'avait temporairement rendue importante dans une famille qui, autrement, m'ignorait. Mais être nécessaire n'était pas la même chose qu'être apprécié. Je suis revenu à la prévision et j'ai exigé des noms. Chase a finalement admis que Mercer, 2 investisseurs providentiels et un prêteur en avaient vu des versions. Il leur avait dit que le capital familial était engagé même si je n'avais jamais donné mon accord. Il a également admis avoir utilisé des informations sur mon salaire et mon crédit pour rechercher un prêt relais. Des mois plus tôt, il avait posé des questions désinvoltes sur mes candidatures et mes finances. J'avais cru qu'il s'intéressait à mon avenir. En réalité, il recueillait des informations. Sous la pression, Chase a révélé que Northline avait perdu un client pilote en mars, bien qu'il m'eût dit que l'accord avait été prolongé. Il avait également présenté le projet pilote annulé comme un revenu continu parce qu'il avait besoin de temps pour le remplacer. Quand je lui ai demandé pourquoi il m'avait humilié à la remise de diplôme, sa frustration a finalement éclaté. Tu as obtenu ton diplôme avec mention, tu as eu des entretiens, et tout le monde a commencé à parler de ta discipline. Sais-tu ce que ça m'a fait, a-t-il exigé. Puis il a admis que j'étais censé être la sœur qui mettait plus de temps à réussir. J'avais changé de spécialité et eu des difficultés pendant ma première année, et la famille avait utilisé mon incertitude pour faire paraître Chase plus fort. Ma remise de diplôme menaçait cette histoire. Tu avais besoin que tout le monde se souvienne de qui j'étais censé être, ai-je dit. Il n'a pas nié. Chase m'a supplié de rétablir la ligne de crédit pour 30 jours. Si Mercer signait, il prétendait que le premier paiement couvrirait tout. Il m'a même offert plus de parts. J'ai refusé d'accepter des actions dans une entreprise dont la situation financière m'avait été cachée. Son désespoir s'est transformé en colère. Ça aurait marché si tu n'avais pas décidé de faire une dépression, a-t-il dit. J'ai fermé le classeur et lui ai dit que mon avocat informerait tout le monde que je n'avais pris aucun engagement supplémentaire. Chase a prévenu que si Northline échouait, il s'assurerait que la famille sache que c'était de ma faute. Je lui ai dit de raconter toute l'histoire, en commençant par la fausse prévision. Cet après-midi-là, mon avocat a envoyé des avis factuels aux comptables de Northline, aux prêteurs et aux services de conformité de Mercer. À 18h12, Mercer a répondu que le contrat serait mis en pause pour examen. À minuit, son équipe de conformité avait contacté le comptable et les investisseurs. Le lendemain matin, à exactement 7h45, le courriel est arrivé. Je me suis réveillé à 7h38 avec 17 appels manqués. À 7h45, Mercer Fleet Service a officiellement mis fin aux négociations avec Northline. Son examen de conformité avait révélé 3 fausses déclarations matérielles. Mon investissement non approuvé de $15 000 avait été listé comme capital confirmé. Un programme pilote annulé avait été présenté comme un revenu récurrent, et un contractuel horaire avait été décrit comme un employé technique à plein temps. Le prêteur relais a suspendu la demande de prêt de Chase. Les 2 investisseurs ont exigé des registres financiers complets et le comptable de Northline a démissionné après avoir déclaré qu'il n'avait pas approuvé le résumé financier soumis à Mercer. C'était la vraie nouvelle choquante. Chase avait dit à tout le monde que mon retrait avait détruit une entreprise saine, mais mon avis avait révélé que Northline tenait grâce à des documents trompeurs. À 7h49, Chase a texté « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Quelques minutes plus tard, il a exigé que j'explique tout comme un malentendu familial. Mon père a appelé et m'a ordonné de retirer ma déclaration. J'ai demandé ce qu'il attendait que je dise, que j'avais prévu d'investir alors que ce n'était pas le cas, que Chase avait la permission d'utiliser mon salaire et mon crédit alors qu'il ne l'avait pas. Mon père m'a dit que protéger la famille exigeait parfois une certaine flexibilité avec la vérité. À ce moment-là, j'ai compris où Chase avait appris son comportement. La vérité était traitée comme négociable chaque fois que l'honnêteté menaçait l'image préférée de la famille. J'ai refusé de mentir, et mon père m'a prévenu de ne pas appeler quand je réaliserais ce que j'avais fait. Ce soir-là, ma mère a organisé une réunion de famille d'urgence et a invité plusieurs des mêmes parents qui avaient ri à la remise de diplôme. Quand je suis arrivé, Chase était assis à côté d'elle, l'air épuisé, tandis que mon père se tenait près de la cheminée comme un juge. Ma mère m'a accusé d'avoir transformé une blague offensante en une crise qui menaçait des emplois,
des investissements et la réputation de la famille. Plusieurs parents ont hoché la tête jusqu'à ce que je pose des copies de la lettre de Mercé sur la table et que je leur demande de lire le deuxième paragraphe. J'ai expliqué que Mercé n'avait pas annulé parce que j'avais retiré mon soutien. L'entreprise a annulé parce que les documents de Chase contenaient de fausses informations. Chase a insisté sur le fait que les chiffres n'étaient que des projections, mais il n'a pas pu répondre quand j'ai demandé pourquoi ils étaient étiquetés comme confirmés. Mon oncle a posé des questions sur les revenus du projet pilote annulé. Un autre parent a demandé pourquoi mes informations financières privées avaient été incluses dans une demande de prêt. L'ambiance dans la pièce a changé quand Chase a crié « Rien de tout cela n'importerait si Jordan avait juste fait ce qu'elle fait toujours et aidé. » Tout le monde s'est tu. J'ai regardé les parents qui étaient venus prêts à me condamner et j'ai dit « C'est là tout le problème. » Il a utilisé mon nom parce qu'il a supposé que j'aiderais. Il a compté de l'argent que je n'ai jamais promis parce qu'il a supposé que j'aiderais. Puis il s'est moqué de moi en public parce qu'il a également supposé que je resterais silencieuse. Ma grand-mère a demandé à Chase s'il s'était excusé. Il a répondu que ce n'était qu'une blague. Elle a dit « Ce n'était pas ma question ». Quand mon père a argumenté que blâmer ne sauverait pas l'entreprise, ma grand-mère a répondu « Peut-être que l'entreprise ne devrait pas être sauvée par un autre mensonge ». Chase m'a accusé de vouloir toujours prouver que j'étais meilleur que lui. Je lui ai dit que j'avais seulement voulu qu'il arrête d'avoir besoin que je sois en dessous de lui. Il a quitté la maison, furieux, mais la protection familiale qui l'entourait s'était enfin fissurée. Certains parents se sont excusés d'avoir ri à la remise de diplôme. D'autres ont admis qu'ils n'avaient pas su combien d'argent et de crédit j'avais contribué. En quelques jours, les deux investisseurs ont gelé tout soutien supplémentaire. Le contractuel restant a démissionné et un fournisseur a déposé une demande de recouvrement. Northline ne s'est pas effondrée parce que j'étais cruel. Elle s'est effondrée parce qu'une fois mon argent, mon crédit et mon silence retirés, il n'y avait plus rien de stable en dessous. 3 nuits plus tard, Chase a martelé la porte de mon appartement assez fort pour faire trembler le cadre. Je l'ai vu à travers la caméra de sécurité et j'ai refusé de le laisser entrer. Il m'a accusé de l'avoir humilié devant la famille, puis a exigé que je rouvre la ligne de crédit pour une semaine afin qu'il puisse obtenir un contrat plus petit. Il a promis qu'aucun argent ne quitterait le compte, mais ma garantie créerait toujours l'apparence de réserve. J'ai refusé. Chase a dit que le propriétaire de Northline l'avait mis à la porte du bureau, que le paiement de sa voiture était en retard et que mes parents avaient déjà utilisé une partie de leur épargne retraite pour l'aider. Il a insisté sur le fait qu'un dernier contrat pourrait tout arranger. Pour moi, son explication prouvait que chaque promesse avait été utilisée pour couvrir une promesse antérieure. Plus d'argent ne sauverait pas l'entreprise. Cela ne ferait que créer une autre victime. Comme je continuais de refuser, Chase a menacé de m'accuser de falsifier les registres de l'entreprise et de le saboter. Je lui ai rappelé que les documents contenaient des archives numériques montrant où et quand ils avaient été créés. Il a alors menacé de contacter mon nouvel employeur et de leur dire que j'avais détruit une entreprise par vengeance. Je l'ai informé que la caméra du couloir enregistrait et que toute fausse déclaration, interférence financière ou contact avec mon employeur serait traitée par l'intermédiaire de mon avocat. Lorsqu'un voisin est apparu près de l'ascenseur, Chase a immédiatement baissé la voix. Ce changement soudain a montré qu'il n'était pas hors de contrôle. Il était prêt à m'effrayer uniquement quand il croyait que personne d'autre ne regardait. Avant de partir, il m'a accusé de choisir des étrangers plutôt que mon frère. J'ai répondu, je choisis la réalité plutôt que ta version de la famille. Le lendemain matin, j'ai envoyé les images à mon avocat, changé mes mots de passe financier. Activé une sécurité de crédit supplémentaire et prévenu mon employeur qu'un parent impliqué dans un litige commercial raté pourrait faire de fausses déclarations. Chase ne les a jamais contactés. Pendant ce temps, l'équipement de bureau de Northline a été vendu. Le site web de l'entreprise a disparu et la voiture en leasing de Chase a été saisie dans l'allée de mes parents. Mon père a continué à me blâmer jusqu'à ce qu'il découvre que Chase avait pris 32 000 $ à mes parents en 18 mois, et non les 12 000 qu'il avait avoués. Une partie de cet argent provenait de leur compte de retraite. Ma mère a trouvé des dîners coûteux, des billets de concert et un séjour dans un complexe hôtelier classé comme développement commercial. Puis ils ont découvert que Chase avait également dit à un investisseur qu'il s'était engagé à verser 20 000 $ supplémentaires, bien que ce ne fût pas le cas. Pour la première fois, mes parents ont compris que je n'avais pas été uniquement déloyal. J'avais simplement été la première personne à refuser.
Ma mère a appelé et a admis qu'ils avaient rendu la vie trop facile pour Chase et trop difficile pour quiconque le contestait. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir défendu à la remise de diplôme, avouant qu'elle avait laissé la pièce rire parce qu'elle croyait que m'humilier relâcherait une partie de la pression de Chase. Mon père a envoyé un message plus court admettant qu'il s'était trompé sur la raison pour laquelle Mercé avait annulé le contrat. Aucune de ces excuses n'a tout réparé, mais elles ont été les premières fissures dans un schéma familial qui existait depuis des années. Chase est retourné vivre chez mes parents, a vendu la plupart de ses appareils électroniques et a pris un emploi à temps partiel dans un entrepôt grâce à un oncle. Certains parents ont traité le travail honnête comme une humiliation, mais pas moi. Sa véritable conséquence a été de perdre la capacité de manipuler d'autres personnes pour financer son image. Mon téléphone a cessé de sonner pour des urgences financières. Personne ne m'a demandé de retarder mes projets pour lui. Personne n'a loué son ambition tout en traitant ma discipline comme une obligation. Le silence qui restait ne semblait plus solitaire. Il ressemblait à la liberté. 6 mois après la remise de diplôme, je me tenais dans une galerie d'entrepôt reconvertie à côté de 3 de mes propres œuvres d'art. Ce n'était pas un début glamour, seulement une exposition communautaire pour les artistes, étudiants et designers locaux. Mais j'avais gagné ma place là-bas sans Chase, mes parents ou le nom de famille. Émilie m'avait encouragé à soumettre une série de techniques mixtes créées à partir de formulaires financiers copiés, de photographies d'enfance, d'étiquettes manuscrites et de fragments de ruban de remise de diplôme. J'ai appelé la série Rôle à signer. Une pièce contenait la vieille photographie de Chase et moi à la foire de quartier avec mes notes de comptabilité placées sous les mots « Travail invisible ». Une autre utilisait une image floue de l'enregistrement de la remise de diplôme pour montrer comment une blague publique pouvait révéler une hiérarchie privée. La dernière pièce montrait un mouton noir sortant du cadre d'un portrait de famille. L'espace au-delà du cadre n'était pas vide. Il était ouvert. Ma mère est venue seule. Elle s'est tenue devant un travail invisible et a admis qu'elle se souvenait de la foire, mais qu'elle avait oublié que je gérais l'argent. Je lui ai dit que le problème avait toujours été d'oublier ma contribution. Elle ne s'est pas défendue. Mon père n'est pas venu, mais il a envoyé des fleurs avec une carte me félicitant pour mon travail. Pour une fois, il n'a pas mentionné Chase ni ne nous a comparés. Vers la fin de l'exposition, j'ai remarqué Chase debout à l'entrée. Northline avait été officiellement dissoute. Le prêt relais définitivement refusé, et un investisseur avait négocié un plan de remboursement. Chase travaillait toujours à l'entrepôt et avait commencé un cours de comptabilité en ligne parce qu'aucun parent ne soutiendrait une autre entreprise avant qu'il n'apprenne à comprendre les registres financiers. Il s'est arrêté devant la pièce sur la remise de diplôme et a demandé si les gens sauraient que c'était à propos de lui. J'ai dit qu'aucun n'en était inclus. Il a répondu qu'il pourrait deviner. Alors peut-être que la blague était plus mémorable que tu ne le pensais, lui ai-je dit. Chase a admis qu'il avait été jaloux. Ma remise de diplôme lui a fait craindre que les gens ne remarquent qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Alors il a rappelé à tout le monde que j'étais censé être la sœur confuse. Il s'est excusé d'avoir utilisé mon nom dans les prévisions et de m'avoir traité de mouton noir. C'était la première excuse sans justification jointe. Je lui ai dit que je le croyais désolé, mais que le regret ne restaurait pas immédiatement la confiance. Quand il a demandé ce qu'il devait faire, je lui ai dit d'arrêter de chercher le chemin le plus rapide pour revenir dans ma vie. Il devait rembourser nos parents, finir son cours, garder un emploi honnête et dire la vérité même quand cela le faisait mal paraître. Et ensuite, a-t-il demandé. Ensuite, nous verrons qui tu deviens, ai-je dit avant de partir. Il a regardé l'œuvre d'art du mouton noir en dehors du portrait de famille et a admis tranquillement que c'était bien. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Mes parents affrontaient encore la fréquence à laquelle ils avaient protégé Chase à mes dépens. Chase faisait toujours face à des dettes et à une confiance endommagée. Et je désapprenais encore la croyance que l'amour devait être mérité par le sacrifice. Mais personne ne me demandait d'effacer le passé pour restaurer le confort de la famille. La plus grande chose que j'ai gagnée n'était pas la vengeance. C'était la paternité de ma propre histoire. Ma famille m'avait écrit un rôle. La fille confuse, la sœur trop sensible, le fonds d'urgence fiable, le mouton noir qui devrait être reconnaissant d'appartenir. En retirant mon argent, en corrigeant les faux documents et en refusant de mentir après l'arrivée du courriel à 7h45, j'ai cessé de jouer ce rôle. Je n'ai pas détruit une entreprise saine parce qu'une blague a blessé mes sentiments. J'ai cessé de permettre à une entreprise malsaine d'utiliser mon crédit,
mes économies et mon silence comme support vital. Si la vérité peut détruire quelque chose, la vérité n'est pas le problème. Chase avait tenu le microphone à la remise de diplôme, mais les rires venaient de toute la pièce. Le sourire de mon père a donné la permission à la blague. Le silence de ma mère l'a protégé, et mon sourire forcé a complété la performance. Le cycle a pris fin quand j'ai cessé de coopérer. Peut-être que votre famille vous a aussi assigné un rôle. La personne responsable qui doit résoudre chaque urgence. La personne difficile qui remarque l'injustice. Ou la personne qui réussit et qui est censée s'excuser de briller. Demandez-vous qui profite du fait que vous continuiez à jouer ce rôle. J'ai cru un jour que la vengeance signifiait faire ressentir à Chase l'humiliation que j'ai ressentie à la remise de diplôme. Maintenant, je sais que cela aurait maintenu ma vie centrée sur lui. La vraie liberté signifiait construire quelque chose qui ne nécessitait ni son échec ni son approbation. Ses conséquences lui appartiennent. Mon avenir m'appartient. À la remise de diplôme, mon frère m'a appelé le mouton noir de la famille, et tout le monde a ri parce qu'il croyait qu'être en dehors du rôle choisi par la famille était honteux. Ils avaient tort. Parfois, le mouton noir est simplement la première personne assez courageuse pour quitter la cage. Alors, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été étiqueté comme le problème parce que vous avez finalement posé une limite? Auriez-vous rouvert le compte pour protéger votre frère? Ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait? La vengeance ne consiste pas toujours à détruire les personnes qui vous ont blessé. Parfois, la vengeance la plus puissante consiste à refuser de les porter pendant que vous construisez une vie qu'ils ne peuvent plus contrôler. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.